Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Eh ben allons-y, faisons des radios du thorax. Oh merde! L'état-major n'est pas fou. Il laisse mariner les poches depuis 3 mois, et vous allez voir, au printemps, on va rire. À Lille, La Brique, journal local sans sub et sans pub, en émission radiophonique. La brique à la radio. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. Salut chers tous, salut chers toutes, et bienvenue à la présentation du 61e numéro de La Brique. La Brique donc, journal local de critique sociale, journal pas banal d'info locale, journal pas bancal mais un peu spécial, vient de sortir son 61e opus. Et si ce n'est pas dans votre kiosque ou votre boîte aux lettres que vous le trouverez, vous pourrez toujours le consulter sur labrique.net. Labrique.net. Alors afin de ravir vos oreilles de confinés et avant que n'advienne le règne des confinés, avec les copains du canard, on s'est dit que ça ne ferait de mal à personne que de pouvoir, le temps d'une petite heure, vous en mettre plein les oreilles. Plein les oreilles. C'est donc depuis nos salons, nos chambres, nos chiottes même, et dans cette joyeuse petite odeur de renfermé à tous les étages, qu'on a essayé de vous concocter un petit truc pas trop relou, pas trop intello, pas trop ronflant. Aussi, on espère que vous excuserez la qualité fluctuante des enregistrements, puis on s'excuse aussi par avance des ruptures de ton. Arrête de t'excuser, sérieux. Ouais, désolé, je le ferai plus. En bref, ici c'est promis, vous n'allez pas vous farder des journaux de confinement pourris. Bah ouais, si t'as la chance de pouvoir dorer ton cul au soleil ou sous la neige dans la maison familiale en écoutant La Brique, on espère que t'as au moins la décence d'écrire des trucs un peu plus profonds que « Cette nuit, je n'ai pas trouvé le sommeil. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé l'aube se lever sur les collines, l'herbe verglacée, les tilleuls sur les branches desquelles apparaissent les premiers bourgeons. Depuis vendredi 13 mars, je suis à la campagne, dans la maison où je passe tous mes week-ends depuis des années. » Mais c'est nul ce texte. Bah, c'est un prix Goncourt qu'il a écrit, c'est amusé ce que tu dis quand même. En bref, ici, c'est promis, on ne vous parlera pas non plus du fait que les soignants de la Réunion aient reçu des masques moisis. Ouais, des masques pleins de champignons. C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'on s'en cale des dom-toms franchement. Ou que plus proche d'ici, un médecin nous explique avoir été furieux de recevoir des masques périmés depuis 2014. Ou qu'un huissier est venu constater qui était présent à la friche Saint-Sauveur, et ce alors même qu'une quarantaine de personnes dormiraient toujours sur place. On en convient, rien de mieux que de pousser un peu plus à la rue, car oui, c'est possible, les plus vulnérables d'entre nous en ce moment. Que les femmes sont les premières victimes du coronavirus, parce qu'elles sont celles qui nous soignent, celles qui supportent les violences domestiques, celles qui soutiennent les plus fragiles. On ne s'étendra pas non plus sur le fait que les détenus ne peuvent plus voir leur famille et qu'aucune mesure d'hygiène supplémentaire n'a été mise en place pour assurer leur sécurité. Qu'un drone survole désormais l'île en demandant aux gens de rentrer chez eux sans que ça n'ait l'air de choquer personne ou presque. Qu'Ariel Dombal vienne de sortir un tube intitulé « Just Come Back Alive » Just come back alive. et dont le ridicule du clip, après nous avoir fait vaguement sourire, nous a bien vite donné la gerbe. On ne vous racontera pas non plus qu'il est impossible de se taper des amendes de 135 € parce qu'on a osé cocher 2 cases sur son autorisation de déplacement. D'ailleurs, il n'y a pas non plus eu plus de 100 000 amendes depuis le début du confinement, et même 4 095 dès le premier jour, dont 10% rien qu'en Seine-Saint-Denis. Ces vieilles histoires d'acharnement policier et de petits tabassages en règle ne sont qu'une vaste blague de gauchos, on vous dit. On vous épargnera également les assommantes mesures économiques qui viennent d'être prises. Alors, les enfants, c'est Kiki qui va bientôt se faire sucrer ses congés, qui va devoir aller trimer 60 heures par semaine. C'est Kiki qui a perdu son droit de retrait. Ah, ça fait moins les malins, les yellow gilettes, hein, maintenant. On ne vous parlera pas non plus du fait qu'on va bientôt pouvoir géolocaliser les malades infectés par le corona et retrouver les personnes qu'ils ont croisées grâce à leur téléphone. Paraîtrait même qu'il y en a qui se portent volontaires. Mais c'est pas possible ça quand même. Mais si. Paraîtrait même aussi que les demandeurs d'emploi ont reçu un message de Pôle emploi qui dit « Les demandeurs d'emploi doivent rester mobilisés pendant la période du confinement et ne pas hésiter à contacter leurs conseillers. » Puis que les types et les meufs qui triment à Amazon ou pour Deliveroo redoublent leurs efforts pour satisfaire les envies délirantes de celles et ceux qui l'idée de commander en ligne ne semble nullement gêner, et encore moins en ce moment. Puis aussi, dans les nouvelles plus réjouissantes, que le prince Albert II est atteint du corona, tout comme d'ailleurs notre très aimé maire de Nice, Christian Estrosi, ainsi que Boris Johnson. Et oui, vous savez, le Premier ministre et chef des conservateurs anglais qui voyait pas bien l'utilité de mettre son pays en pause. Wow, mais t'es sérieuse toi? Bah quoi? Non mais t'as pas fini avec tes fake news là? Et vivement que caissières et soignants puissent savourer leur future prime, hein? 2, 3, 4. La 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 la. Chaf, chaf. La 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 la. Chaf, chaf. La 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 la. Chaf, chaf. La 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 la.
Chouf, chouf, la 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 la. Chouf, chouf, la 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 la. Chouf, chouf, la 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 la. Chouf, chouf, la 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 la. Chouf, chouf, je veux à la poste. Pas possible, je veux composteur. Pas possible, je veux l'infirmière. Pas possible, je veux fonctionnaire. Pas possible, je veux professeur. Pas possible, je veux camionneur. Pas possible, je veux l'éclusier. Pas possible, je veux la brute. Ça c'est possible, là on a la grève. En France, là on a la grève. En France, là on a la grève. C'est l'épidémie, là on a la grève. Sauf le juice, là on a la grève. Là on a la grève, c'est l'épidémie en France, là on a la grève. Attention, là on a la grève. À dimanche prochain, là on a la grève. Soignez-vous bien, là on a la grève. Je rentre en Angleterre, là on a la grève. Là on a la grève. Ouais, tout le monde a la grève. Bon allez, je vous laisse à Louise pour le débrief de l'ordre du jour. Et don't worry, les vrais et faux confinés. En attendant la franche déconfinade, quand vous le pouvez, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et pas seulement en applaudissant sur le balcon ou en dénonçant vos voisins. Mais n'oubliez pas surtout que ce n'est pas les mesures sanitaires qui arrêteront ce gouvernement de nous en mettre plein la tronche, ni pendant, ni après. Et que nous aussi, en lisant, en écrivant, en communiquant, en pensant l'après, on peut essayer de faire autre chose de ce moment qu'une période d'angoisse et de repli sur soi. On vous parle depuis les 4 coins de ville. Comme à chaque numéro, on fait une petite présentation, et c'est pas parce que c'est le contexte actuel qu'on va s'en empêcher. Le dernier numéro est sorti fin février, et puis comme on n'était pas aussi fort qu'Anis Buzyn, du coup on n'a pas du tout vu venir ce qui nous arrive en ce moment. Du coup on va pas trop vous en parler. Vous êtes avec nous pendant une petite heure, on va vous parler élections municipales, logement, tiers-lieux, pour finir avec un témoignage de ce qui se passe dans les hôpitaux. Bonne écoute! Vous écoutez La Brique, journal confiné de critique sociale. Bonjour à tous, c'est Stickmou de La Brique. Et en fait, je vais essayer de vous présenter un article qu'on a publié dans la dernière Brique, le numéro 61, sur ce qu'on appelle la mare au crevard, qui est en fait un état des lieux des différents politiciens locaux et une espèce d'état des forces locales, notamment sur la ville de Lille, qui avait pour toile de fond les élections municipales. Les élections municipales à l'heure du coronavirus, elles ont été maintenues par le gouvernement malgré l'opposition de scientifiques, de l'opposition de différents chercheurs, différents médecins qui trouvaient que c'était un vecteur de communication, de contamination. Et en fait, on a eu plusieurs taux d'abstention assez importants dans la métropole lilloise. On va vous citer les plus grandes villes, notamment Lille, Tourcoing et Roubaix. 67% d'abstention à Lille environ, 74% environ à Tourcoing et 77% à Roubaix. Donc, ce sont des participations très faibles aux élections municipales. À titre de comparaison, en 2014, l'élection municipale de Lille avait réuni seulement entre 45 et 40% de participation. Donc on était sur un nombre de entre 50 et 55% d'abstention. Et le second tour n'est pas du tout garanti. Il est reporté au mois de juin. Pour ces élections municipales, mais il n'est absolument pas sûr qu'il soit organisé. Et s'il n'est pas organisé au mois de juin, le gouvernement et différents constitutionnalistes considèrent qu'il faudra réorganiser un nouveau premier tour. Donc on n'est pas du tout sûr que ces résultats soient définitifs. Quels sont les enjeux lillois ? Alors, comme un peu au niveau national, on parle beaucoup d'écologie, de verdissement, notamment de lutte contre le réchauffement climatique au niveau local, de déplacement doux, ce genre de choses, mais également beaucoup de sécurité. La sécurité, c'est un enjeu important, médiatique. Il faut dire que c'est un enjeu qu'on entend partout, plus de policiers municipaux, plus de vidéosurveillance, ce genre de choses, et peu de sujets concernant l'emploi, le social et aussi le logement. Même s'il y a eu un débat qu'on a suivi et dont on vous parlera bientôt, organisé par les différents APU, avec les différentes listes, notamment à Sciences Po au mois de mars. Donc il y a quand même eu une tentative des acteurs du logement de faire émerger cette problématique au sein des élections municipales. Et en soi, le maire n'a pas énormément de pouvoir, même s'il il garde quand même quelques responsabilités, mais il y a de plus en plus de compétences qui sont transmises à la MEL, donc la MEL peut être un enjeu assez important, et c'est pour ça que, on va dire, le maire de Lille a beaucoup d'influence sur la politique de la MEL, même si Martine Aubry n'est plus à la MEL depuis 2014.
Donc voilà. Quels ont été les résultats? Alors le constat est net, le FN chute. La droite aussi, l'Union des droites composée de Marc-Philippe Daubresse et Pauchet est en 5e position, avec notamment Valérie Petit, qui est aussi une dissidente d'En Marche, qui s'est opposée à Violette Spielbout pour l'investiture de La République En Marche pour la ville de Lille. Mais ça, on décrit dans l'article, il n'y a pas énormément de choses à savoir, si ce n'est que les droites se sont alliées pour peser, mais ça n'a pas visiblement marché. Le PS, représenté par Martine Aubry, est en mauvaise posture. En fait, Martine Aubry, elle remplit pour un 4e mandat. Elle considérait qu'elle allait pas, se représenter, sauf circonstances exceptionnelles. Apparemment, nous sommes sur des circonstances exceptionnelles. Elle fait à peu près 29% dans ces eaux-là, ce qui est beaucoup moins qu'en 2014. Et en fait, elle est première au premier tour, bien sûr, mais elle est suivie de près par l'écologiste Stéphane Bally, qui est à 24,5% environ. Donc on est sur un écart de voix qui est assez faible. Et Martine Aubry, elle essaye de sauver un peu les meubles. Elle a toujours sa garde rapprochée, mais resserrée et nettoyée, avec notamment le grand retour en position 3 d'Audrey Linkenheld, avec un numéro 2, maire de l'Homme, Roger Vico, qui est un petit peu un choix de dernière minute, on va dire, puisque tous ces cadors, que ce soit Waïdana, ne se représente pas, ou De Saint-Ignon est décédé. Cette genre de garde rapprochée, elle est la même, et on retrouve les mêmes adjoints sur la liste. Pour parler de LV, en fait, Bally est un ancien adjoint de Martine Aubry. Beaucoup de personnes issues de la liste sont issues de la majorité municipale, avec un soutien des petits partis de gauche tels que Génération ou Diem 21. Notamment sur des questions écologistes et des questions un petit peu de gauche, mais pas trop, ce genre de choses. Et la liste Faire respirer l'île avec Violette Spielbout, elle est en dessous de Bally, elle arrive à 17,4% environ, donc en mauvaise posture, mais un peu plus que la moyenne nationale des scores d'En Marche, qui est d'environ 14-15%, qui correspond globalement à ce qu'on appelle la minorité radicalisée bourgeoise d'En Marche, qui vote pour En Marche un peu partout. Et elle est pressentie comme la future opposante à droite de Martine Aubry, ou de Stéphane Bally, ou de Martine Aubry avec Stéphane Bally qui s'est rallié à eux en cas de fusion, mais en cas de fusion avec Europe Écologie des Verts avec un bagage qui pourrait être important pour forcer Martine Aubry à avoir une majorité qui pourrait en fait influencer. La liste de Spielbout, elle n'a pas d'autre allié qu'elle-même, puisque elle a refusé toute alliance avec Daubresse, qui s'est effondré à 8% et quelques. Elle a aussi tendu la main à Europe Écologie des Verts, qui a plus ou moins envoyé chier, donc pas d'alliance possible pour l'instant pour la liste de Spielbout, qui du coup va se maintenir comme première opposante au futur maire de Lille. Voilà à peu près pour l'état des forces. Donc ces élections sont assez incertaines dans un contexte de coronavirus et dans un contexte post-mouvement social, donc autant dire que c'est assez compliqué de déterminer l'avenir de ces élections. Et je vous remercie. Hello à tous, il pleut en Pologne, du coup on est sous le parapluie et aujourd'hui on va faire un premier tour de friperie. Donc on va en train à Gdansk, qui est une ville un peu plus grosse que là où on a notre maison à Sopot. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener en Floride, mais plus précisément à Miami. Je vais vous montrer comment à l'étranger on peut trouver des friperies hyper chouettes, surtout aux États-Unis. Alors voilà, la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Tess Rifa Spielbout, la fille de Violette Spielbout et de Olivier Spielbout,
qui fait du shopping aux quatre coins de l'Europe. C'est très intéressant parce que La Brique a édité dans un grand dossier qui s'appelait Les petites affaires financières des Spielboot, tout un truc sur la vente de la maison de la photographie qui appartenait au couple Spielboot. Alors pour revenir un peu plus en amont, la famille Spielboot a été contrainte de vendre la maison de la photographie en 2016 pour 1 30 000 € parce qu'ils n'avaient plus de subventions. Donc ils ont joué les malheureux pendant des années, en parlant de la photographie précaire, une espèce de chasse aux sorcières, comme quoi eux ils étaient pas chers et tout. Enfin c'est assez rigolo parce que en fait Olivier Spielboot sur son site explique que voilà, ils ont pas fait tant d'argent que ça en fait sur la vente de cette maison de la photographie. Il s'est fait à peine 321 524 €. C'est une petite plus-value. Après il faut quand même rappeler que la famille Spielboot a touché en subvention, via la maison de la photographie, la coquette somme de 1 600 000 € entre 2008 et 2019. Ils vendent leur maison en 2016, il faut pas attendre longtemps en fait, c'est janvier 2017 pour qu'on voit, nous, qu'ils ont acheté une maison en janvier 2017 à Miami. On a posé la question à Violette Spielboot qui nous a jamais répondu. C'est pas très grave parce qu'en fait, on a réussi à avoir confirmation de quelque chose, c'est que la fille de Violette Spielboot, donc Tess Spielboot-Rifa, a fondé une société le 10 janvier 2020 et laisse fuiter pas mal de choses. Alors, c'est quand même, elle se lance sur un créneau assez intéressant, elle devient youtubeuse et instagrammeuse, donc elle a déjà quand même 20 000 abonnés sur YouTube et 19 000 sur Instagram, sous le pseudonyme Rosa Bonheur, donc Rosa, comme ça s'écrit, Bonheur avec le H et le N inversé, et donc on voit régulièrement des posts depuis Miami ou depuis la Pologne. Donc c'est assez rigolo Enfin après bon, on s'attaque quand même à une enfant, mais que faire quand cet enfant publie et laisse fuiter des choses comme ça sur les réseaux, ça laisse songeur, donc c'est assez... En tout cas, ça rentre clairement en décalage du discours prononcé par Spielboot, qui se veut quand même proche des gens, venant de FIV et compagnie. Enfin bon, ça le fait vraiment pas de jouer les malheureux quand on a sucé de l'argent public pendant des années, et encore moins de jouer la carte proche des gens lorsqu'on a 2 résidences secondaires, une en Pologne et une autre à Miami. Allez, salut! Vous écoutez La Brique, journal confiné de critique sociale. Petite transition pour vous parler de la carte qui se trouve dans le numéro, la carte des grands projets inutiles de la métropole lilloise. On vous parle beaucoup dans le canard de la lutte contre le projet Saint-Sauveur, mais assez peu de ce qui se fait d'autre sur la métropole lilloise. Et pourtant, il y a matière à dire. Ce n'est pas une carte de l'ensemble des projets urbains de la MEL, même si on aurait voulu tous les y mettre, et qu'à la Brique on aime bien voir le MEL partout. On a plutôt sélectionné les projets en fonction de ce qui nous paraissait être le plus inutile, c'est-à-dire les projets qui sont écocides, néfastes à l'économie locale, et qui se font au profit de projets ubuesques, qui n'ont même pas la garantie d'être viables, malgré les fantasmes de ceux qui les décident. À ce compte, on a fait exprès de ne représenter aucun projet de rénovation urbaine sur la carte. Parce que, même si on peut critiquer ces projets sans les ménager, on peut difficilement soutenir le fait qu'il soit complètement inutile d'agir dans les quartiers populaires. Cette carte n'a pas du tout la prétention d'être exhaustive. Si vous l'avez vue ou quand vous la verrez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante, labrique@riseup.net, pour nous faire remonter les projets auxquels on n'a pas pensé. Dans cette petite intervention, je ne vais pas vous décrire la carte, mais je vais plutôt utiliser ce temps-là pour vous faire part d'un ensemble de réflexions qu'on a eues en l'élaborant, et qui ne paraît pas dans le papier. La première concerne les projets en eux-mêmes. On a remarqué en faisant la carte à quel point, dans un projet, sa plus-value sociale et sa plus-value écologique étaient mises en concurrence. À la MEL, vous aurez soit l'un soit l'autre, mais difficilement les deux. Je vais vous donner 2 exemples de projets qui ne figurent pas sur la carte. Le premier projet, c'est le projet de parc de loisirs dans la commune de la Chapelle d'Armentières, qui est similaire à celui qu'on trouve déjà à Armentières. Si ce parc constitue un aménagement d'espaces verts, ce qui est plutôt une très bonne chose, il participe à la gentrification, c'est-à-dire à l'augmentation de la part de la population riche dans le quartier avoisinant, et qui du coup fait augmenter le prix des loyers pour les populations les plus pauvres. Le deuxième, c'est à l'inverse celui de la ville de Péranchy. Péranchy est une ville qui est très sous-dotée en logements sociaux. Elle n'a que 17% de logements sociaux dans son parc social, quand la loi oblige à en avoir au moins 25. Et la norme à la MEL, c'est plutôt 30. Du coup, il y a un projet de construction de logements sociaux qui est prévu sur la ville. C'est très bien, on l'applaudit. Sauf qu'ils sont prévus sur un des rares espaces verts de la ville, une des rares parcelles de terre agricole. Mais du coup, la ville de Péranchy, pour pas montrer qu'il y avait un déséquilibre dans le mètre carré de terre agricole, elle a décidé de compter les jardins privatifs comme étant des espaces agricoles. Petite parenthèse, on a remarqué du coup que les militants ont aussi
avait tendance à reproduire cette concurrence-là, que c'était beaucoup la faute de Lamel, mais que du coup il était assez rare d'avoir un discours ou des actions qui ne mettaient pas l'une des causes en avant plus que l'autre, c'est-à-dire la cause sociale plus en avant que la cause écologique. Ça fait réfléchir sur nos modes d'action, sur nos discours. On y a réfléchi sans trouver forcément de réponse. On attend avec impatience vos avis là-dessus. En tout cas, on serait ravis que vous nous prouviez le contraire. La deuxième remarque sur cette carte concerne la marge de manœuvre qu'on a pour contester ces projets, parce que c'est pas le tout de les critiquer. Les projets urbains sont actés dans ce qui s'appelle les PLU, ça veut dire les plans locaux d'urbanisme. Ce sont les schémas directeurs représentant les principales directions et les principaux projets d'une intercommunalité. À la MEL, on parle de PLU2 parce que c'est le deuxième qui a été élaboré à son échelle. Le premier date de 2004. Un PLU est effectif jusqu'au suivant, mais il n'y a pas de loi qui oblige une intercommunalité à en élaborer un autre. Il ne dépend d'aucune temporalité et certainement pas aux élections municipales. Le PLU2, lui, a été voté en décembre 2019, juste avant les élections municipales. C'était à se demander quelle marge de manœuvre il allait rester aux futurs élus s'ils voulaient changer complètement de politique. Parce que même si un PLU peut être amendé pendant qu'il est en cours, c'est beaucoup plus difficile de le transformer. Autrement, il faudrait en élaborer un autre, et cela prend au moins 2 ans. À force de présidentialiser les élections municipales et de faire croire qu'un scrutin va permettre à un maire ou une maire de régner en roi ou reine, fait complètement oublier aux citoyens ce que c'est vraiment qu'une élection municipale. Parce qu'une élection municipale sert surtout à élire une majorité municipale et sert aussi à élire les futurs élus d'une intercommunalité. Or, pendant l'élection municipale, la MEL et ce qui la concerne a quasiment été inexistant des débats. Et si on posait la question en ce qui concerne la MEL et à quel point c'est une intercommunalité démocratique, on nous répondrait certainement la chose suivante, c'est que la MEL concerte ses habitants et ses acteurs locaux. Et ça a été le cas pour le PLU, c'est vrai. Après tout, on est en démocratie. Effectivement, une fois qu'une première version du PLU est élaborée, il est rendu public. L'État ensuite émet un avis sur ce PLU. Il envoie donc un commissaire enquêteur qui fait des remarques à partir de l'avis des habitants et à partir de ce que en disent les acteurs locaux. Il y a donc des temps de concertation qui sont élaborés. Je précise bien que je dis habitants et acteurs locaux parce que la participation à ces temps de concertation est indépendante du fait d'avoir le droit de vote ou d'habiter dans la ville. On peut donner son avis sur un projet à partir du moment où on arrive à en justifier une activité régulière. Participer à cette concertation a permis, par exemple, de bloquer certains projets, comme par exemple le projet des Muchots, qui était un projet de construction de logements sur la ville d'Armentières, dans un des rares espaces agricoles qui reste à la ville. Et cette concertation, même si elle a eu lieu l'année dernière, a été effectivement peu communiquée. Qui d'entre vous en a entendu parler? Et puis pour ceux qui s'y sont intéressés, bon courage, parce que les documents qui ont été communiqués sont extrêmement peu accessibles et extrêmement denses. Et en même temps, il faut se les procurer en passant par Internet. Et en même temps, la MEL met en place des politiques de lutte contre la fracture numérique avec ses habitants. Elle est belle, la démocratie. Enfin, tout ça pour dire que ce qui rend inutile ces projets, c'est pas juste parce qu'ils sont écocides. C'est aussi parce qu'on peut difficilement les contester et difficilement donner nos avis là-dessus. Même si c'est effectivement possible, la MEL ne se donne pas complètement les moyens de le faire, même si on peut penser qu'elle est de très bonne volonté. Mais bon, ça, c'est pas juste la brique qui le dit, c'est le commissaire enquêteur qui a donné son avis. Voilà, c'était tout pour cette carte. Je vous souhaite une bonne suite de l'écoute et très bientôt. Alerte. Peste brune. Si vous avez des angoisses sécuritaires et de la xénophobie, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres fascistes. Appelez Action antifasciste, NP2C. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à vivre ensemble et que vous êtes en pleine paranoïa, appelez le 13 12 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la salubrité et de Santé publique France. Envole-toi. Loin d'ici. Très loin. Ça sent la merde dans le monde moderne. Liberté à tuer fraterne. Et pour ce qui est du second terme, la devise ne s'applique pas aux subalternes.
Si les fous on l'interne, si se drogue lui-même, moins de dépenses, moins de rebelles. On l'encourage à s'abrutir de décibels. De toute façon on n'aura pas le prix Nobel. Au pire on l'aura avec nos balles. Et t'en as pas de mal à trouver le mobile. Suspect dans une affaire de vol, appuie sur le cran de sûreté et il s'étale. Et quand t'as l'âge de voler de tes propres ailes, des milliers d'oiseaux se font la belle qui déberbèrent. Ceux qui restent de terre ferme pour la promesse d'un avenir. Voir les coups venir, les cris, les murs et les grilles. Pour arriver dans un pays qui crie retraite pour de l'entraide. Solidarité devenue délit, prenant soi-disant la part d'une bonne famille française. Jeunes soumis à des analyses osseuses, écrasés par les autorités publiques. Distance entre bienséance politique et réalité du moment cruel de futurique fric. 21ème en France, siècle des écrans. Programme la décadence, plus c'est gros, plus ça passe, sans contredanse. 21ème en France, siècle des écrans. Programme la décadence. Spectacle, émotion, chaînement rapide. Info, intox, public, cible. Internet, revue non libre. Mouvement de clics, révolte par fibre. Dans les rues vides, restent les dealers de weed. Pas encore attrapés, qui viennent remplir. Des prisons surchargées, captées par les caméras de sécurité à connaissance faciale, empreinte de rétine pour débloquer son portable. Puce dans la main, plus besoin de palpable. Tout numérique, donné effaçable, contenu piraté. Vidé comme les acteurs de télé-réalité. On veut du monnaie, monnaie, monnaie pour voter, éliminer. Biodiversité assassinée en silence. Soi-disant trop dur de faire changer les consciences. 21ème en France, siècle des écrans. Programme la décadence, plus c'est gros, plus ça passe, sans contredanse. 21ème en France, siècle des écrans. Programme la décadence. Moque-toi du sexe faible, coupe la parole. Je suis ici, je veux et j'exige. Changement d'éducation et fin du sexisme. Pas sûr qu'on ait plus d'idées que de pétrole. Le commerce est partout, gère et gangrène nos vies. Même la pharmaceutique est une entreprise rentable. Exploitation des pauvres, rentable. Libéralisation, rentable. Taxation des plus riches, condamnable. Fraude fiscale, rentable, non condamnable. Racisme d'État, inébranlable. Guerre des classes à l'entrée des facs. Dans le pays des droits de l'homme, riches, hétéros et blancs. On a vendu le fruit des lumières pour éclairer les écrans. 21ème en France, siècle des écrans. Programme la décadence, plus c'est gros, plus ça passe, sans contredanse. 21ème en France, siècle des écrans. Programme la décadence. Vous écoutez La Brique, journal confiné de critique sociale. Salut et merci de nous accueillir pour ce Radio Apéro Brique. On est très content de vous présenter notre article sur le logement, la politique du logement à Lille. Donc un article écrit par La Grenouille, Matt, Oncle Archibald et avec l'aimable contribution de Sarah pour la partie carte. Et donc en ces temps de confinement, on nous invite à faire l'union sacrée dans la grande guerre contre le coronavirus. Et vous l'aurez toutes et tous déjà remarqué, on n'est pas vraiment égaux dans ce confinement parce qu'on n'est pas égaux face au logement. En l'occurrence, on n'a pas tous accès à un logement vaste et bon marché. Et un des objectifs, en tout cas de notre article, était d'essayer d'expliquer les causes de ces inégalités et la responsabilité de la mairie dans l'explosion des prix du logement à Lille et la disparition des logements décents et abordables accessibles au plus grand nombre des Lillois. Alors la première chose qu'on voulait un peu démonter, c'est que c'est le mythe libéral qui dit qu'au plus un bien est nombreux, au moins il est cher. Donc pour le logement, ce serait au plus on construit de logements, au moins le logement serait cher. Et ben c'est totalement faux. En gros, au plus on construit de logements, au plus cela fait augmenter le prix en fait, parce qu'on vient fournir de nouveaux logements avec de nouveaux services, etc. qui font augmenter le prix de l'immobilier autour. Donc au plus il y a de logements, au plus c'est cher. On va prendre un exemple hyper simple. Sur le quartier de Fives, on a le projet Fivcaille où des types 2 sont mis en vente à 146 000 €, alors que les types 2 sur le quartier sont historiquement ces derniers temps à 90 000, 100 000 €. Cette dernière année, ces types 2 dans le quartier se négocient déjà plus aux alentours de 110 000 €. Donc en fait, le projet est déjà en train de faire augmenter le prix de l'immobilier autour. Ensuite, il y a quelque chose qui est souvent renvoyé en fait quand il y a une contestation de ces projets comme Fivcaille ou Saint-Sauveur, c'est qu'on manque de logements. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'effectivement il y a 50 000 demandes de logements en attente sur la métropole. Le truc c'est que ces demandes sont faites par des gens c'est pas 50 000 personnes à la rue, c'est beaucoup de gens en fait qui sont dans des logements trop petits, trop chers, qui sont déjà dans un logement social et sont en attente de mutation vers un logement moins cher ou plus grand, des choses comme ça. Voilà.
Donc il y a toujours cette tension qui est envoyée en fait quand on vient contester le fait qu'on bétonne encore, et ben on vient dire vous entendez béton, moi j'entends le logement. Et ben c'est plus compliqué de ça, c'est qu'en fait sur toutes ces opérations on vient construire beaucoup de logements, mais surtout beaucoup de surfaces commerciales aussi, et les logements construits sont vachement chers et en fait sont pas à destination des personnes qui en ont le plus besoin. Donc en fait ce qu'on demande vraiment c'est de logements de grande taille, c'est de logements abordables. Voilà, ça on en manque vraiment. Pour continuer sur l'exemple de Fifkai qu'on prenait juste avant, par exemple sur le premier projet de logement dévoilé, Conezio, vous pouvez regarder sur internet, on construit du studio au type 4, très cher, et il n'y a pas de type 5 alors qu'il y a des centaines de familles qui sont en attente de type 5 sur l'île. Voilà. Tout ce qu'on construit en fait c'est beaucoup d'objets de spéculation, que ce soit sur les surfaces de bureaux qui elles sont toutes commercialisées, toutes vendues mais pas toujours occupées. Et 85% des logements construits sont destinés à la location et donc à faire de l'argent avec et pas à destination de loger les personnes qui en ont vraiment besoin. Alors le grand argument de la mairie c'est de dire mais oui on construit, en plus on construit du logement social. On est une ville exemplaire, dans chacune de nos nouvelles opérations il y a 1/3 des logements qui sont du logement social, personne en France ne fait ça, donc ne vous plaignez pas. Et nous, on a voulu aussi déconstruire et préciser cette idée en montrant que, effectivement, il y a du logement social, mais que le logement social est loin d'être le HLM accessible aux plus pauvres, aux plus précaires, tel qu'on se l'imagine souvent. Tous les nouveaux logements sociaux sont en réalité des logements sociaux souvent loin d'être parmi les plus accessibles. Ils sont déjà à destination de ménages qui ont 1-2 revenus réguliers. Et le logement réellement social, le fameux PLAI, en fait, qui est celui qui est accessible au plus grand nombre, il est construit qu'à hauteur de 8% de chaque nouvelle opération. Aujourd'hui, 70% des Lillois sont éligibles au logement social. Parmi ces 70%, il y a 3/4 qui sont éligibles au PLAI, et on n'en construit que 8% à chaque nouvelle opération. Pire que ça, quand on fait le bilan sur qu'est-ce qui a été construit et qu'est-ce qui a été démoli ces dernières années, en fait, il y a 123 logements qui ont disparu entre 2005 et 2015. 123 logements sociaux. Même si quantitativement il y en a qui sont construits, en réalité c'est du logement relativement cher, sur la frange la plus haute du logement social, et celui qui est détruit en masse, c'est le logement le meilleur marché, en l'occurrence plutôt le PLAI. Après, vous verrez sur l'article en ligne ou sur la brique en papier, l'article se finit par une cartographie d'Oisem et de Moulins, avec du coup une analyse de l'évolution de population dans ces quartiers. Vous verrez sur la carte qu'en fait, au plus c'est noir, au plus c'est riche. Enfin, au plus les personnes qui habitent ce quartier sont riches. Donc vous verrez comment, sur ces cartes, comment entre 90 et 2016, Oisem est devenu noir sur cette carte. Là-dessus, pour approfondir, je vous conseille l'excellent Sociologie de l'île du collectif des Gétères, avec tout un passage là-dessus sur la gentrification de Oisem notamment. On vous remercie de nous avoir écoutés, puis à bientôt. Au plaisir d'en rediscuter une fois déconfiné. Bonjour, je m'appelle Bruno et je suis locataire depuis 20 ans de la résidence Trévise. Et je vais vous parler de la mobilisation des locataires de mon immeuble. Pour vous situer géographiquement, la résidence Trévise, c'est un énorme bâtiment HLM à égale distance entre la porte de Valenciennes, la porte de Douai et la gare Saint-Sauveur. On peut voir notre bâtiment depuis le métro aérien porte de Valenciennes. C'est le plus gros bâtiment, un bâtiment triste et gris qui se découpe sur l'horizon. La mobilisation est partie d'une pétition adressée à l'île Métropole Habitat, LMH pour les intimes, notre bailleur social, qui faisait suite à une réunion de locataires fin novembre 2019. L'élément déclencheur qui a vraiment fait partir tout ça, c'est que le chauffage a fini par lâcher à l'Entrée-J, courant novembre 2019. Il y a une écrivaine publique, présente tous les mardis matins dans une annexe de la maison de quartier située dans le bâtiment Trévise même, qui a rédigé le courrier de pétition pour les locataires. La revendication principale était évidemment le chauffage, mais partant de là, les locataires se sont plaints aussi de tout un tas d'autres choses. Du manque d'eau chaude, des fuites et inondations, de l'électricité qui n'est plus aux normes, des parkings qui ne peuvent plus être utilisés, de l'éclairage électrique défaillant des entrées et des parkings, du sentiment d'insécurité à cause des dealers, des bosses de revêtement bitumeux à l'extérieur qui font notamment tomber les personnes âgées et de l'inefficacité de la plateforme LMH. Il y a aussi un autre point important à ce stade de la mobilisation qui est soulevé.
Une régularisation de charges 2018 pour l'ensemble de la résidence Trévise complètement disproportionnée. Dans le courrier, nous menaçons d'appeler la presse et d'engager les procédures de justice si rien ne bouge. Nous ne tarderons pas à avoir une réponse de Madame de Brabander, la directrice générale de LMH. Déjà fin juin 2019, j'avais interpellé quelques voisins de palier sur la question de la hausse de la régularisation des charges de chauffage, sans grand résultat. En fait, j'avais remarqué une hausse de 44,57% de charges de chauffage entre 2017 et 2018 sur l'ensemble de la résidence Trévise, ce qui représente 62 000 € pour près de 500 appartements. Bref, l'ensemble des locataires est concerné par cette hausse. Or, rien n'explique une telle hausse. Selon toute logique, il est impensable que l'ensemble des locataires aient décidé, là, tous ensemble, d'augmenter leur chauffage en 2018. Par contre, ce qui a changé, c'est leur système de calcul. Ils nous font payer les défaillances de leur système de chauffage. Or, à ma connaissance, depuis 20 ans, jamais le système de chauffage n'a été entretenu. Jamais personne n'est venu dans mon appartement vérifier si mon chauffage marchait. Pour ma part, ça fait belle lurette que je n'ai qu'un radiateur sur 4 qui fonctionne dans mon appartement. Et depuis les incidents de chauffage de novembre, plus aucun. Par ailleurs, dans le premier courrier que nous adresse en réponse Madame de Brabander, elle reconnaît elle-même, et selon ses propres mots, que le système de chauffage présente effectivement un vieillissement prématuré des réseaux. Sauf que ce vieillissement prématuré ne peut être imputé aux locataires, mais à un défaut d'entretien par LMH. Dans ce premier courrier, Madame de Brabander se réfugie derrière ses salariés en prétendant qu'il est difficile pour eux d'entendre qu'il y a une absence totale de relation entre LMH et ses locataires. Elle trouve suspect qu'un radiateur est cassé, provoquant une fuite dans tous les appartements de l'Entrégie. Elle prétend que nous sommes incapables, nous, de reconnaître quand un radiateur marche ou pas. Pourtant, on a froid. Suite à cette mobilisation, des réunions ont été organisées à peu près tous les mois avec l'équipe LMH. Elles se déroulent toujours de la même manière. Les techniciens et responsables LMH sont alignés en rang d'oignon devant les locataires dans le petit local de l'annexe de la maison de quartier. Madame Estelle Rold, élue à la mairie, en relation avec les bailleurs sociaux et membres du conseil d'administration de LMH, prend la parole en premier pour nous assurer son soutien et dire que vraiment elle va pousser LMH à résoudre la situation. Puis à un moment, les locataires en colère expriment leurs griefs, dans l'espoir qu'on résolve individuellement leurs problèmes. Jusqu'à la prochaine réunion. Mais ces réunions sont très instructives. On y découvre par exemple que des locataires ont dormi avec leurs enfants les fenêtres ouvertes l'hiver 2018 parce que le chauffage était bloqué à fond, qu'une femme vit depuis 8 mois sans électricité autre que celle de sa salle de bain, qu'un locataire a eu un dégât des eaux parce que l'eau sortait par la bouche d'aération de son appartement. Alors oui, il y a eu quelques résultats, mais le problème général reste. Même si le chauffage a été rétabli ça et là, même si les bosses de bitume dehors qui faisaient tomber les gens ont disparu, le bâtiment reste dégradé et la communication avec LMH tout aussi foireuse. Une chose est sûre, tant que nous, locataires, en resterons au niveau de la revendication individuelle, l'expression partagée de notre colère et des problèmes que nous rencontrons, nous n'aboutirons à rien. Il faut qu'on trouve le moyen de faire du commun, nous réunir pour produire de l'analyse qui permet ensuite de passer à l'action directe. D'autant plus que LMH ne ménage pas sa peine pour nous démobiliser, nous diviser, étirer le temps. On dirait des macronistes, ils se paient de mots, techniques le plus souvent, mais résolvent insuffisamment nos problèmes. Toute la stratégie de cette entreprise est de maintenir le locataire à distance. Fermeture d'agences, plateforme d'appel, entreprises prestataires injoignables ou inefficaces. Nous leur avons mis la pression, nous avons multiplié les courriers avec une signature par entrée, il y en a 15, pour demander à voir les factures justificatives des charges 2018, ce que la loi nous autorise à faire. Mais je sais moi ce qu'on va y trouver. La preuve que nous avons raison. Et nous opposerons une fin de non-recevoir concernant l'argent qu'ils nous ont volé. De toute façon, dès le 16 mars, la promesse d'être reçu pour examiner les factures est tombée à l'eau. LMH annonçait ne plus assurer l'accueil physique pour respecter la distanciation sociale. Malgré tout, la mobilisation a payé. Parce qu'avec toutes nos réunions, la presse, les associations d'aide aux locataires et les élus qui se préoccupent de notre situation, tout ça a fait que LMH a lâché 21 000 € pour l'ensemble de l'immeuble. Et des travaux de rénovation du chauffage sont en cours. Mais il nous faut récupérer encore tout autant d'argent sur le chauffage et contester l'augmentation des autres charges. Après ces batailles, le collectif que nous avons créé, le collectif de locataires Jean Jaurès, constitué de gens racisés, âgés, pauvres, précaires, sera reconnu comme un interlocuteur sérieux. Parce que nous aurons établi le rapport de force.
Vous écoutez La Brique, journal confiné de critique sociale. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sacha. Du coup, moi je vais vous parler de l'article sur les tiers-lieux que j'ai écrit. Avant tout, il faudrait revenir sur ce que c'est que le concept de tiers-lieu. Donc, il a été créé par le sociologue américain Ray Oldenburg en 1989. C'est important de préciser qu'il est américain, puisque du coup, il définit ce concept en fonction de ce qu'il observe dans son propre pays. Il détermine donc 3 espaces très importants dans l'activité humaine. Donc, 1, celui du travail, 2, chez soi, et 3, celui du loisir, donc qui serait du coup the third place en anglais, le tiers-lieu. C'est un espace qui est principalement défini par l'activité du libre arbitre, où on est libre d'aller et de venir comme on veut, de faire ou de ne pas faire ce que l'on veut. C'est un espace de liberté totale et de dialogue, sans contingence économique. Donc du coup, c'est un lieu qui se gère plutôt en autonomie, et le but n'est certainement pas de faire un bénéfice pécunier. Tous ces critères en font donc quelque chose d'éminemment politique, puisque du coup, le but premier est de rassembler et de se faire rencontrer des personnes et des individus. On peut faire un rapide parallèle avec le découpage des journées ouvrières qui a eu lieu en Europe, donc les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de récupération chez soi et 8 heures de loisirs. Et donc du coup, si on prend les critères de définition du tiers-lieu, c'est quelque chose qui existait déjà avant même l'existence du concept en Europe, puisque les maisons du peuple ou les bourses du travail regroupent tous ces critères. Sauf qu'aujourd'hui, quand on pense à tiers-lieu, on pense davantage à les espaces de coworking, qui seraient une sorte de nouveau lieu de travail un peu hybride, mais un peu cool, parce qu'on peut aller et venir comme on veut. Mais ils répondent particulièrement aux nouveaux impératifs des modes de travail, donc qui sont ceux des travailleurs indépendants, les freelances et les auto-entrepreneurs particulièrement, dont le travail n'est plus cadré par la structure spatiale du travail et de son organisation hiérarchique, puisque ce sont des travailleurs solitaires. Ils se retrouvent sans lieu de travail, sans bureau. Et donc pour répondre à cette demande, on a créé les espaces de coworking. Donc on a derrière le concept de tiers-lieu quelque chose de très ambivalent, voire de même complètement dichotomique entre une histoire ouvrière et son émancipation de la sphère de travail, et quelque chose qui serait, en tout cas actuellement, beaucoup plus relié à la Startup Nation et toute la novlangue qui va avec. Donc je parle de coworking, de team building. Le team building, c'est le temps que l'on passe avec ses collègues de travail en dehors du temps de travail pour renforcer les liens de l'équipe. Donc le concept de tiers-lieu dans ce sens-là, donc celui de la Startup Nation, est assez biaisé vis-à-vis de la première définition qui a été établie par Ray Oldenburg, puisqu'il regroupe à la fois l'aspect du loisir, puisque on peut aller et venir comme on veut, mais aussi du travail, puisque c'est un endroit où on vient travailler et qui a également une contingence économique, puisque ce sont les lieux où bien souvent il faut payer pour y passer du temps. Donc à ce titre, il y a certains sociologues qui parlent même de 4e lieu. Et donc de ce tiers-lieu, on peut observer que les grandes métropoles s'accaparent beaucoup cette idée, notamment à Lille, puisque la MEL a lancé un appel à projet permanent, donc c'est-à-dire auquel on peut répondre tout le temps, qui s'axe tout particulièrement autour de, je cite, la stratégie digitale. Et donc là, on peut observer une véritable volonté politique de la MEL de développer ce qu'on appelle les smart cities, donc les villes intelligentes, qui sont sans cesse dans l'innovation technologique, avec, on peut penser par exemple à la digitalisation des services sociaux. Ce qui est très critiquable, puisque c'est un réel investissement pécunier et économique dans des outils technologiques plutôt que dans des savoirs et savoir-faire et capacités humaines. Et puis aussi, l'avantage des objets, c'est qu'ils n'ont pas de revendications sociales, ils ne font pas grève et ils ne se syndicalisent pas. Petite observation. Ce qui rentre en jeu également, c'est la question de la subvention, et notamment qui rejoint ce qui se passe avec les associations. Jusqu'à présent, les associations et les subventions étaient faites pour ce qu'on appelle le fonctionnement, donc qui allait pouvoir amortir les charges fixes des associations ou des tiers-lieux, donc c'est-à-dire les salaires, si on a les matériaux et les outils de travail. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des subventions au projet, donc ce qui oblige les collectifs à sans cesse renouveler des propositions et des manières de faire et d'être toujours plus innovantes. On peut observer que c'est vraiment très
fatigant et éreintant pour ceux qui sont sous le joug de cette subvention au projet, puisqu'ils peinent à amortir leurs charges fixes et doivent toujours dépenser de l'énergie à faire de nouvelles choses. Et également, le problème de ces tiers-lieux, c'est qu'ils participent assez activement, ou en tout cas de manière indirecte, ça dépend aussi de la position des tiers-lieux en question, à la gentrification. Sur l'île, on a assez peu de recul. Par contre, on a pu observer à Paris que donc, les tiers-lieux, lorsqu'ils s'ouvraient dans des zones à très faible attraction immobilière, parce que les loyers étaient moins chers, par exemple. Et du coup, ça changeait forcément toute la dynamique du quartier, ce qui permettait quelque chose de ce qu'on pourrait appeler en termes immobiliers un assainissement des quartiers. Et lorsque cet assainissement était fait, on voyait les municipalités revenir et demander aux collectifs de tiers-lieux de soit déménager, soit expulser ou virer le tiers-lieu pour se réapproprier l'espace physique du tiers-lieu et de faire de belles opérations immobilières derrière. Et en plus de ça, parce que ça ne s'arrête pas là, il y a un mécanique qui est doublement pernicieux et extrêmement capitaliste, parce que on prend la forme sans le fond. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'apparence des tiers-lieux est souvent très modeste, plutôt chaleureuse, en tout cas pas du tout snob, et elle renvoie à l'esthétique, et je le mets entre guillemets, de la récupération, du do-it-yourself, donc faites-le vous-même, et du système D. Mais par définition, ce n'est absolument pas une esthétique, c'est un mode de vie, il faut le rappeler, c'est très important. C'est le mode de vie de celles et ceux qui n'ont pas ou peu de pouvoir d'achat et qui n'ont absolument pas les moyens financiers et économiques d'acheter des objets qui vont remplir leur espace de vie neuf. Et donc du coup, ils vont passer par effectivement la récupération, la fabrication et la débrouille. Et en romantisant et en vidant de son sens cette chose-là, c'est assez insultant pour ces personnes-là et il faut pas l'oublier. Évidemment, je reviens du coup sur cette dichotomie qu'il y a derrière le mot tiers-lieu. Donc du coup, quelque chose qui renvoie dans un premier temps à la Startup Nation, et deux, avec quelque chose qui est davantage avec un héritage de la lutte ouvrière et de l'émancipation du lieu du travail. Et dans ce sens-là, il me semble que les squats sont plutôt héritiers et sorte de descendants de cette pensée-là, puisque les squats, quand ils sont ouverts au public et qui ne sont pas seulement des squats d'habitation, ont le même type d'activité, puisque ce sont des lieux indépendants, autonomes, où chacun peut aller et venir comme il le souhaite. Beaucoup d'activités sont proposées, souvent il y a des ateliers médias, des ateliers d'autodéfense numérique, d'autodéfense tout court, des ateliers cuisine, des ateliers sport, enfin il se passe plein de choses. Du coup ça en fait par définition des lieux éminemment politiques qui pour moi rejoignent la définition originale proposée par Ray Oldenburg. Du coup, je peux vous renvoyer à l'article qui existe dans le numéro 62, donc dans le dernier numéro sur la récré, qui vous parle justement des squats. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Et maintenant, l'actualité. Donc c'est Bruno et les prénoms ont été modifiés. Donc bonjour Bruno, on a décidé de t'interviewer parce que tu es travailleur du monde hospitalier. Est-ce que tu peux décrire ta profession, où est-ce que tu travailles ? Je suis un soignant dans le paramédical, dans la rééducation, dans un des hôpitaux de la métropole. Un hôpital semi-privé, semi-public qui se trouve à Lille. En fait, on n'est pas réquisitionné, on continue à bosser normalement à l'hôpital. Le boulot de chacun continue. C'est pour ça que quand on explique que c'est des héros qui bossent à l'hôpital, en fait, c'est juste des gens qui sont obligés d'y bosser parce que s'ils viennent pas bosser, ils sont, comment on dit déjà, ils désertent, ils quittent le poste, abandon de poste. Les directions et le gouvernement parlent de déserteurs ? En fait, si tu viens pas bosser, c'est un abandon de poste. Et puis sinon, faut que tu poses des congés payés ou faut que tu poses tes RTT pour pas venir bosser. Après, ils ont mis en place des solutions de garde d'enfants, c'est-à-dire il y a quelques crèches qui sont ouvertes et qui sont là pour accueillir les enfants des soignants. Et là, depuis la semaine dernière, en fait, c'est plus une option qui est offerte, c'est une obligation. Ce qui veut dire que ceux qui étaient restés à la maison pour garder leurs gamins, maintenant doivent revenir bosser, puisqu'ils ont une solution qui a été trouvée. Sauf que c'est garde d'enfants, donc c'est dans des crèches. Il y a plein de soignants qui veulent pas aller mettre leurs gamins là-dedans. D'ailleurs, ces crèches sont à moitié vides. Parce que ça veut dire prendre son gamin, l'amener dans un nouveau lieu, avec des nouveaux enfants,
et sachant que les enfants sont les premiers vecteurs de la maladie puisqu'ils sont souvent asymptomatiques, et bah c'est en fait, il y en a plein qui considèrent ces endroits comme des sortes d'incubateurs à virus, quoi. C'est des enfants de soignants qui sont déjà des personnes à risque qui vont aller fréquenter d'autres enfants de soignants pour ensuite revenir à la maison. Donc cette fausse solution en plus qu'on leur offre aux soignants, du coup ils sont obligés de l'accepter, sinon ils doivent continuer à bosser. Et d'ailleurs ils doivent continuer à bosser tout en mettant leurs gamins là-dedans maintenant. Donc là où le gouvernement, c'est des héros, on va faire tout ce qu'il faut pour les aider plus tard. En attendant, les conditions sont les mêmes, même si ça cause un peu des primes dans les couloirs et compagnie. Là où il y en a qui sont plus ou moins réquisitionnés ou répartis sur d'autres services, il y en a d'autres, en fonction des besoins, qui avaient posé des congés payés par exemple et qui ont voulu les retirer sachant que tout le monde était confiné, donc leur semaine de vacances qu'ils avaient planifiée depuis 6 mois puisqu'il faut poser ses congés 6 mois à l'avance, quand ils ont voulu les retirer, ils ont dit bah non, ça nous arrange pas pour les plannings, donc vous les prenez quand même, quoi. Vous resterez confinés chez vous pendant une semaine, mais vous pouvez pas bouger vos congés payés, quoi. On leur dit de faire quoi, le travail qu'ils font habituellement, ou d'aller dans des services spécialement affectés pour gérer le coronavirus? Bon, alors c'est sur la base du volontariat, il y a beaucoup de choses sur la base du volontariat. Après il y a plein de corps de métiers, là ils ont fait appel à des étudiants, il y a des stagiaires de certains métiers qui continuent à venir, d'autres pas, ça dépend un peu des écoles, ça dépend de tout ça. Les médecins sont un peu affectés à leur bon vouloir. Après clairement c'est un peu la hiérarchie de l'hôpital aussi, c'est-à-dire que le médecin fait un peu ce qu'il veut comme il l'entend, et par contre le brancardier, l'aide-soignant, lui on le répartit là où on a besoin de lui. On peut voir que l'héroïsation qui a été faite des médecins au début, où on continue à compter chaque fois qu'un médecin meurt du coronavirus. Mais il y a toujours ce délire de glorifier les premiers de cordée si chers à Macron et puis d'invisibiliser les plus petits, quoi. Donc clairement, ouais, il y a des médecins qui meurent du Covid. Déjà notamment parce que les médecins ont la capacité de bosser longtemps et de encore continuer à bosser à plus de 60 ans. Là où des aides-soignants ou des brancardiers ont le dos pété en deux et de toute façon pas des carrières bien longues, et eux le font pour 1200 balles, quoi. Donc et eux, ces gens-là, c'est assez révélateur de ce qui va se passer et ce qui se passe dans le reste de la société, quoi. C'est-à-dire que de toute façon les plus petits vont manger plus, ils ont moins de trucs à dire, ils peuvent moins se défendre, et du fait c'est eux qui sont vraiment considérés comme la vraie chair à canon, quoi, des hôpitaux. C'est quoi le cœur de leur métier dans cette situation? Eh ben, il y en a qui bossent auprès des patients Covid. Il y a des unités Covid qui ont été ouvertes, donc avec tout un tas de mesures d'hygiène. Et là où le médecin ausculte avec son stéto, demande comment ça va, fait 2-3 tests, et par exemple l'aide-soignant va faire les toilettes, les mises au fauteuil et coller, va aider les gens à manger, donc sont finalement beaucoup plus à risque que les médecins dans leur pratique quotidienne. Et donc ouais, un aide-soignant il est autour de 1200 balles à l'hôpital, quoi, pour un des tafs les plus essentiels de l'hosto. Et enfin bref, on fait pas un truc sur la condition des aides-soignants, mais il y a tous les autres, les brancardiers, ceux qui sont au labo, ceux qui sont à la radio, les gars de la log qui font un taf de dingue et qui eux ont certainement pas trop l'impression d'exister quand ils allument BFM ou compagnie, quoi. Ce qui a été intéressant de voir, c'est à quel point les recommandations et les règles d'hygiène, elles ont été basées sur en fait la logistique et les stocks de matos qu'il y avait, quoi. Quand il y avait des masques pour personne, il était dit mais non, c'est pas nécessaire de mettre des masques. Et puis dès qu'il y en a eu un peu, on a dit bah si, finalement c'est bien, vous allez en mettre un petit peu mais pas tout le temps parce que ça sert à rien d'en mettre tout le temps. Et puis là, comme on va être submergé de masques, les consignes changent et ça va être masque pour tout le monde. Et pour l'instant, c'est 2 masques par soignant, qu'on doit 1 masque par demi-journée. Mais c'est un peu comme les règles de sécurité ou les gestes barrières qu'on met ici en place en fonction des stocks de masques dont on dispose en France, quoi. Et quand on aura plein de masques, viendra le moment où on dira à tout le monde, c'est masque pour tout le monde dans la rue, quoi. C'est possible. L'hôpital il est au ralenti depuis 2 semaines. Quand est-ce qu'on va revenir à la normale et comment ça peut revenir à la normale? C'est en fait des hôpitaux, comme beaucoup d'autres, qui ont fait de la place dans leurs services, qui ont fermé des services, qui ont vraiment aménagé des espaces pour accueillir ces patients Covid. Et donc ça a arrêté plein de consultations, plein d'opérations, ça a embolisé, comme on dit, ou ça a bloqué tout un tas de filières de santé. Et donc même si là les projecteurs et toutes les ressources sont mises pour le Covid, c'est un peu au détriment de toutes les autres filières, de la gériatrie, de tout un tas d'autres pathologies chroniques. Et que là, c'est aussi la sortie des hôpitaux, c'est ensuite comment l'hospitalisation à domicile, c'est les infirmiers, les kinés, les médecins qui doivent passer à domicile, les traitements.
Et donc ce genre de découverte un peu macabre, comme il y a eu en Espagne avec ces maisons de retraite désertées et ces patients morts à l'intérieur, il y aura aussi des surprises un peu macabres dans ce même style une fois que les projecteurs auront un peu élargi le spectre, quoi. Et donc en attendant, comme plein de services sont fermés, il y a des hôpitaux qui se retrouvent un peu dans une espèce de latence à attendre cette fameuse vague, mais où pas mal de services tournent au ralenti, et du coup c'est des services qui sont aussi avec des gens qui ont moins de boulot, tandis qu'on attend que la charge augmente, quoi. Et ne serait-ce qu'un des exemples certainement les plus parlants, c'est que toutes les admissions qu'il y a à l'hosto, d'habitude, ça peut être des AVC ou un petit vieux ou une petite vieille qui tombe à domicile, ou des gens qui se dégradent chez eux et qui normalement appellent les pompiers, vont à leur consulte. Là, les gens sont tellement, je sais pas, flippés, ou il y a des réseaux qui fonctionnent moins bien. Bien, du coup, c'est des gens qu'on ne voit plus depuis 2 semaines à l'hôpital, quoi. Pourtant, les gens continuent à faire des AVC et les petits vieux continuent à tomber chez eux. Donc c'est tous ces gens-là qui, pour l'instant, sont chez eux et qu'on va découvrir certainement trop tard pour bien des séquelles. Il y a un nombre incalculable de morts, mais aussi de maladies qui vont dégénérer, et des gens qui vont rester avec des handicaps sérieux parce qu'il y a pas eu les moyens, quoi. Donc c'est pas qu'une histoire de masques, de gel hydroalcoolique et de nombre de places en réa, quoi. C'est un truc bien plus vaste qui du coup impacte tout le système de santé. Il y a plusieurs témoignages des gens qu'on découvert soit dans leur boîte aux lettres ou souvent dans la boîte aux lettres, souvent de façon anonyme, des petits mots de voisins qui disaient de façon plus ou moins bienveillante ou de façon plus ou moins subtile, en gros, on sait que vous bossez à l'hôpital, c'est super ce que vous faites, mais soit pensez à nettoyer la poignée de la porte de la résidence quand vous rentrez, ou mais si vous pouviez aller vous confiner ailleurs, ça serait bien aussi. Et ça doit être très violent, quoi, pour des gens qui... Donc le fait d'aller bosser à l'hosto, de rentrer et d'être considéré comme une espèce de paria au sein de sa résidence, ou dans son immeuble, ou dans son petit quartier, ça doit être quelque chose d'assez violent. Ouais. Les gens, on comprend, en fait ils ont peur. Cette peur, elle a été fabriquée aussi. Du jour au lendemain, on s'est mis à avoir peur. Ouais, il y a cette peur. Est-ce que les gens prennent pour de la solidarité, ou ces injonctions à la solidarité, quand on va dire mais pourquoi tu oses encore sortir, faire un truc qui est pas essentiel, alors que t'es pas solidaire avec les autres. Mais en fait, il y a surtout, c'est que les gens ils ont la pétoche, quoi. Les gens ils se chient dessus pour la plupart. Et ils confondent un peu la peur qu'ils ressentent et ils arrivent à appeler ça de la solidarité. Pour certains, ils en appellent à la solidarité. Mais c'est sûr que la solidarité est un peu à toutes les sauces en ce moment. Et après, ce que disent les soignants, c'est que ce côté héroïque et machin, des frics pour l'hôpital public, c'est évidemment vrai. Après, ça fait même pas que 1 an, ça fait 1 an qu'on en entend parler, parce qu'il y a eu des actions hyper fortes avec ça a commencé par les urgences, puis les EHPAD et ainsi de suite. Mais en fait, ça fait pas 1 an, ça fait 10 ans que, même plus que ça, qu'il y en a qui gueulent sur la destruction de l'hôpital public et les moyens toujours plus bas pour des besoins toujours plus hauts. Mais sinon, pour info, s'il y en a que ça intéresse, il y a le livre Casse du siècle qui a été mis en accès libre par la maison d'édition Raison d'agir, et donc qui retrace un petit peu, en gros, depuis les années 70-80, avec l'ouverture à la concurrence du privé et du public, la rentabilité, les managements agressifs et compagnie. Comment tout ça a servi à toujours la même stratégie, quoi, d'appauvrir et d'affaiblir un secteur pour ensuite mieux pouvoir l'ouvrir au secteur marchand et privé. C'était l'émission apéro du numéro 61 de La Brique, journal lillois de critique sociale sans pub et sans sub, à découvrir pendant le confinement sur labrique.net ou dans vos kiosques à journaux encore ouverts dans la région de Lille. Les musiques que nous avons entendues étaient Petit Cheminot de la chanson du dimanche et Siècle des écrans de Zuzlou avec une instru du docteur Florkin. Pour cette émission, nous remercions Gabriel Declerc et ses colocs, Marion, Romy, Louise, Stickmou, Harry Cover, Oncle Archibald des maths, Bruno du collectif Jean Jaurès, Sacha et Bruno le soignant et Loud pour la fin. Merci à Vic pour le montage, merci à nos hébergeurs Radio Campus Lille, les bons calculs économiques et la voix sans maître. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.